Bonjour Pierre Bonnet. Nous sommes aujourd'hui au conseil, dans la salle du conseil municipal et nous souhaitons que vous nous parliez de votre enfance à Vaugneray. Si vous voulez bien, depuis que vous étiez tout petit jusqu'aux années peut-être 60-80. D'accord. D'abord, je suis né à Saint-Genis-l'Argentière, 27 décembre 1925. Et on est venu habiter à Vaugneray le 19 décembre 1931. J'avais 6 ans. Mon père avait acheté ici. Il est décédé 4 ans après. C'est-à-dire, le jour de mes 10 ans, j'ai perdu mon père. J'ai été placé dans une ferme. Je suis pas l'année de mes 10 ans, j'ai pas mis les pieds à l'école pendant 1 an. Et puis les années d'après, les directeurs d'école m'ont dit: tu es doué pour les études, il faut que tu rattrapes le temps perdu. J'ai passé mon certificat d'études. Et puis après, je pensais trouver un emploi à Lyon. Il y a eu la déclaration de guerre. Ma mère avait un ouvrier agricole qui a été mobilisé, qui elle s'est mariée quelques années après. Après, je suis parti dans les fermes. J'ai resté 12 ans ouvrier agricole, dont chez les parents d'André Girard, et chez ses grands-parents, où là j'ai vécu comme ouvrier agricole. J'étais bien, c'est peut-être pour ça que j'ai resté trop longtemps. Enfin, mais dites-moi Pierre, depuis l'âge de 10 ans, vous êtes ouvrier agricole ? À 11, 12 et 13 ans, j'étais à l'école. J'ai passé mon certificat d'études. Et puis, la guerre est arrivée. Il a fallu que je reste pour aider à ma mère à faire les travaux. Mais je n'étais pas bien bon grand-chose parce que 12-13 ans, c'est pas suffisant. Mais enfin, après, j'ai été placé ouvrier agricole. J'ai resté 12 ans. J'étais bien. Et puis, un jour, je voulais en sortir. Et j'ai pris cette ferme au Vernet en 53. Tout seul, je ne connaissais pas ma femme, rien. À 10 ans, j'étais placé dans une ferme juste en dessous de Vaugneray. Là. Il n'y avait pas l'électricité, ils n'avaient pas l'électricité. Le matin, on se levait quand c'était jour, et le soir, on se couchait quand c'était nuit. Voilà. Donc vous travaillez tout le jour. Je couchais dans une petite grange au milieu du foin. Là, bon. Mais j'étais pas maltraité. Pour faire ma toilette, j'avais l'eau courante sous la remise. J'avais un petit bout de chiffon et puis un petit bout de savon. Voilà, pour me laver avec l'eau froide, bien sûr, toujours. Je ne restais jamais sans rien faire. Quand l'été, il fallait monter 200 litres d'eau le matin de la rivière au jardin. Il y avait 2 grandes bennes de vendange. Il fallait que je remplisse d'eau. Quand les bennes étaient pleines, il fallait que je ramasse de l'herbe pour les lapins, du petit bois pour l'hiver, tout cassé à longueur, empilé dans le cuvier, tout ça. Autrement, je faisais les voitures de foin, il fallait que j'aille piocher les betteraves, ça n'arrêtait jamais. J'allais vendanger chez les voisins, mais il fallait que je suive, autrement ça allait être ma fête. Quel âge vous aviez, Pierre, à cette époque-là ? 10 ans. 10 ans. Ah ouais, j'avais 10 ans. Et ça ne m'a pas tué, puisque je vis toujours. Pierre, s'il vous plaît, racontez-moi quand vous travailliez avec la maison de santé. Oui, en 1936, j'étais placé dans une ferme en bas de Vaugneray, là. Et là, j'aidais mon patron à porter le lait à la maison de santé. C'était en 1936. Racontez-moi que les pots de lait que vous transportiez à la maison de santé oui, étaient aussi lourds que vous. Tous les agriculteurs autour de la maison de santé portaient leur lait à la maison de santé. Ils avaient pourtant un troupeau de vaches. Mais enfin, ils prenaient le lait de tous les producteurs autour.
Il y avait 4 ou 5 fermes qui portaient le lait tous les jours à la maison de santé. Des moments, ils en avaient trop, mais ils l'utilisaient. Quand j'ai travaillé dans la famille Combe, ils portaient du ravitaillement à la maison de santé. C'était souvent moi qui étais désigné pour mener un tombereau de pommes de terre avec des bœufs, quoi. Pierre, donc à Vaugneray, il y a une grande maison de santé qui est partagée en deux. D'un côté, il y a l'EHPAD et de l'autre côté, il y a la maison psychiatrie. Et il y a quelques années, enfin il y a peut-être 30 ans de cela ou 40 ans de cela, les malades qui venaient ici n'avaient pas de drap. On les mettait sur des genres de paillasses avec des lits avec de la paille dessus. Et donc vous fournissiez la maison de santé de paille. Ouais. Vous emmeniez la paille. Oh, oui, vous voulez nous parler de ça? J'ai mené de la paille, j'ai toujours une lettre, parce qu'un jour, l'ancien directeur de la maison de santé, il m'a dit, vous avez l'air de bien connaître la maison de santé. J'ai dit, bien sûr, je la connais depuis tellement longtemps, et j'amenais de la paille pour coucher les malades. Alors, il m'a dit, non, mais vous rêvez pas la nuit, qu'il me dit. Il s'est moqué de moi un peu. J'arrive à la maison, qu'est-ce que je trouve? Je trouve une lettre que j'ai envoyée à ma femme, qui était au Massu à ce moment-là, parce qu'elle a resté 3 mois et demi à la Croix-Rousse, et après elle a resté plus de 6 mois au centre des Massus, en rééducation. Ça n'a rien servi d'ailleurs. Et là, je lui avais envoyé une lettre comme quoi je lui disais, cette semaine, je descends un voyage de paille à la maison de santé, et la semaine prochaine, je descends le reste. J'ai dit, c'est dommage que je n'avais pas cette lettre sous la main pour le faire voir au directeur, parce qu'il n'y a pas cru. Il m'a dit que je rêvais. Et pourtant, c'était vrai, c'était en 63, ça. C'était en 63, c'est pas de l'histoire ancienne. Et les malades couchés sur de la paille, jusqu'à quelles années? Jusqu'à quand à peu près? Oh, mais ça devait être la fin, ça. À la fin. Ça devait être à peu près la fin, oui. Voilà, après, à la maison de santé, je menais des pommes de terre, des pommes, des haricots, des courges, de toutes sortes. Toutes sortes, des fraises, des cerises. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier d'agriculteur? Alors, quand j'ai pris la ferme, j'avais des bœufs pour faire mon travail d'agriculteur. À ce moment-là, les seuls fruits qu'on faisait, c'était les pommes et des fraises. On n'avait que ça. Après, on a planté des framboisiers, des cassis, des framboises, de toutes sortes. Après, on faisait que des fruits. Et pour porter le lait tous les matins à 6 heures, pendant plusieurs années, j'ai descendu le lait avec un joug sur les épaules. C'était une planche qui avait qu'on mettait autour, qui appuyait sur les épaules, puis on descendait tous les matins. L'hiver, avec une lampe électrique, parce que c'était pas jour. Et puis après, j'avais acheté un âne, et porté avec un bas, j'avais fait un bas pour mettre les bidons. Et puis après, le laitier a passé, ça a évolué. Ouais, on faisait surtout des fruits, des céréales, et puis un peu de lait, quoi. On faisait des grandes journées. Alors, au début, vous aviez donc des vaches, ouais. Et vous faisiez les fruits. J'ai toujours eu des vaches, toujours. Et quels étaient vos outils pour travailler? Est-ce que vous aviez donc, au début, vous n'avez rien, ensuite vous avez acheté un âne pour porter, et ouais. Est-ce que vous aviez besoin de tracteurs, de choses comme ça? Vous avez pu vous outiller? J'ai acheté un tracteur, peut-être pas la force des choses, parce que il faut dire qu'à cette époque, les étables, les vaches étaient en étables fermées. Elles étaient presque toutes tuberculeuses. Oh. Ça a été le cas de chez moi. Les bœufs ont été saisis, les vaches aussi. Et ma femme était à l'hôpital, elle a resté 1 an à l'hôpital. 1 an, pas. J'ai resté tout seul avec toutes ces difficultés. Je ne m'en suis pas perçu d'ailleurs, parce que
j'ai toujours vécu jour le jour. Voilà. Dites-moi, en quelle année les vaches étaient malades? Moi, c'était en 63, l'année que ma femme a pris la polio. Alors, c'était tout en même temps. Alors, les vaches, on les a sorties de l'écurie, je les ai rachetées, je les ai laissées dehors, sous un hangar dehors. Puis après, ça a évolué, les stabulations. Et donc, votre femme a été souffrante rapidement et vous aviez des enfants. Racontez-nous vos enfants. J'avais 4 enfants. La plus jeune, quand ma femme a été malade, elle avait 15 mois. Elle était trop petite, je n'ai pas pu la garder parce que la nuit, elle pleurait parce qu'elle avait mal aux dents, et ainsi de suite. Alors, du coup, c'est une de mes belles-sœurs qui l'a gardée pendant 13 ou 14 mois, je crois. Et puis les trois autres, l'aîné avec 8 ans, à peine 8 ans, puis les autres 7 ans et ils avaient tous 2 ans d'écart. Enfin, ça a baffé quand même. Après, quand ma femme est revenue, voilà. Et les enfants ont pu aller à l'école, être scolarisés normalement? Ils allaient à l'école, oui. Ah oui, ils allaient à l'école à pied. Il y avait le ramassage scolaire, ils n'aimaient pas ça. Ils n'aimaient pas le ramassage scolaire parce qu'ils craignaient un peu l'écart. Alors, ils aimaient mieux descendre à pied. Et puis à pied, ils disaient, on retrouve les autres en route, c'est plus sympathique que le car. Parlez-nous de la croix qui est au Vernet. Ah, la croix. Et j'ai eu l'idée de mettre cette croix il y a quelques années. Ce qui m'avait inspiré, c'est les passants, les promeneurs, disaient « Qu'est-ce que c'est beau ici !» On a envie de s'asseoir. Puis, au bout de quelques années, j'avais dit à mon fils, qui est décédé l'année que j'ai construit cette croix, je lui avais demandé, parce que quand j'ai quitté la ferme, j'avais fait une donation partage, c'était lui qui était propriétaire. Alors je lui ai demandé, j'ai dit, tu vois un inconvénient que je mette une croix sur son rocher? Il m'a dit, oh non, absolument pas. Je lui ai dit, parce qu'il n'y en a plus dans le secteur. Et il y en avait aux Jumeaux, il y en avait pas mal d'endroits, la Milonnière, il n'y en a plus. Et c'est normal qu'on en remette une autre. Et puis il m'a dit, ouais, d'accord. Puis il n'a pas pu m'aider à la mettre parce qu'il était bien fatigué à ce moment-là, c'était en 2015. Racontez-nous comment et à l'endroit où vous avez mis cette croix. Juste au-dessus de la maison, sur un rocher où il y a juste un virage qui domine toute la vallée. Alors, pour mettre un nom à cette croix, un beau jour, j'ai dit, tiens, pourquoi pas la croix des sources? Et c'est ça qui est resté. Elle a été inaugurée par le père Otero, en 2015, à l'automne, oui, où il y avait ce jour-là au moins 90 personnes. Le maire de Vaugneray, le maire de Saint-Laurent-de-Vaud, oui, puis j'avais fait un grand panneau, pour expliquer pourquoi je l'avais appelé la Croix des Sources, parce qu'il y a des sources tout autour. Et là, j'avais dit au maire de Vaugneray, s'il y a quelque chose que j'ai mal interprété, tu corriges, parce que j'avais fait ce panneau pour éviter de répéter toujours la même chose. Il m'a dit, en le lisant, j'ai appris beaucoup de choses. Le panneau, vous l'avez toujours? Oui. Et qui est-ce qui a fabriqué cette croix? C'est moi. J'avais demandé à mon petit-fils de la faire, et je lui ai dit, tu vas me faire, parce qu'il est un peu spécialiste dans les soudures. Il m'avait dit, oh oui, mais je la ferai, mais j'ai jamais le temps. Et puis un beau jour, je lui ai dit, bon, c'est pas la peine d'attendre que quelqu'un la fasse. J'ai repris le poste à souder, il y avait 40 ans que je l'avais pas fait. J'ai ressoudé la croix. Il m'a dit, oh là là, je vais aller la voir avec un équerre, parce qu'il ne doit pas être d'équerre. Il m'a dit, c'est bien fait. Un voisin, il m'a dit, comment tu as fait pour faire cette croix? Avant 2 ans, elle va tomber parce que les fers sont trop légers. Je lui ai juste répondu,
J'avais pas Simon de Sirène pour m'aider à la porter. C'est pour ça qu'il a fait les guerres. Pierre, j'aimerais que vous me parliez quand vous étiez à la ferme avec le petit Charles. J'étais chez les grands-parents Combes, Irénée Combes et sa femme, Noémie s'appelait. Et là, il y avait toute la famille Combes derrière. Il y avait 7 enfants, la famille Combes. Alors, en 1942, cette photo, 8 novembre 1942, on était en zone libre. Il faut bien regarder la date parce que 8 novembre, le 11 novembre, on était occupé. Et ce petit juif-là, il était dans un camp de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, là-bas. C'était un camp pour les réfugiés sous les surveillances de la police française, à l'époque, de la police de Vichy, bien sûr. Et puis là, le 5 décembre 1942, un soir, à la tombée de la nuit, il y avait des brouillards, je me rappelle comme si c'était hier, il y avait des brouillards épais. Je vois arriver une dame avec une pèlerine. Entre parenthèses, ce jour-là, on tuait un cochon. Et le cochon, on le tuait à la cave pour que personne ne le voie, les vitres peintes en bleu, pour pas que la lumière se voie. Et là, le charcutier, il m'envoie chercher un peloton de ficelle à la cuisine. C'est des petits détails, mais pour moi, ça avait de l'importance. Qu'est-ce que je vois, cette vieille dame-là, qui arrivait, elle a dû monter à pied, c'était Madame Bialatou, la mère de l'ancien maire, qui arrivait. Elle me dit, tu vois, ce petit garçon, il ne faut pas que les gens sachent qu'il est là. Alors, sur le coup, moi, je me suis posé un petit peu des questions. Oui, j'avais à peine 17 ans. Et puis là, il a couché avec moi pendant 2 ans. 2 ans, oui. Je savais bien comment ça se passait parce qu'avec moi, il y avait le gendre de la maison, Jean Colomb, qui travaillait. Lui, il me tenait au courant de tout ce qui se passait dans la famille. Et après, bien sûr, il est décédé, il ne se rappelait plus de rien. Plus tard, il ne se rappelait plus de rien. Et voilà. Ensuite, comment ça s'est passé? Il y a donc eu la guerre, et ensuite il est rentré chez lui, ce petit Charles. Ouais, et racontez-nous la suite. Ben, il a resté 2 ans ici, puis son père, il est revenu, il revenait souvent, puis après, en 1944, au début 1944, il a été arrêté par la Gestapo. Il est envoyé dans un camp en Pologne, qui est mort. Il est mort d'ailleurs dans un camp de concentration. Et sa femme, elle a vécu après. J'ai su qu'elle s'était remariée après. Mais lui, on le voit à peu près plus jamais. Je l'ai revu pour un enterrement de Madame Ponchon, là. Et je lui ai dit, pourquoi tu ne reviens plus nous voir? Il m'a dit, parce que mes enfants ne veulent plus que je parle du passé. Oh ben, je lui ai dit, tu me donnes un coup de fil, tu n'es pas obligé de rendre compte de tes enfants. Un petit peu de reconnaissance, ça ne ferait pas de mal. Alors, je l'ai vu 3-4 fois peut-être depuis 1944. Pierre, est-ce que vous vous souvenez de la deuxième guerre, de la guerre de 39-45? Vous avez des souvenirs de cette guerre? Oh là, bien sûr. Ces jours, on m'a prêté des gros livres sur l'histoire de la France libre, disons. Oui, parce que quand j'étais chez les parents Combes, tous les soirs, mon travail, c'était de prendre la radio anglaise. Pendant 3 ans, c'était comme ça. Parce que c'était tous les jours à la même heure. On prenait Radio Sautant, c'est une station suisse. On prenait très peu les informations françaises parce qu'elles étaient allemandes.
Et après, c'était à 7h15, c'était le soir. C'était Radio Sotens. Et après, Radio de Londres, la France Libre. Et là, tous les soirs, moi, mon travail, c'était d'essayer de prendre le son parce que c'était brouillé. Et puis, ça commençait toujours la même chose. Les Français parlent aux Français. Aujourd'hui, le millième jour de la lutte du peuple français pour sa libération. Et puis, il y avait toujours une petite chansonnette humoristique pour embellir tout ça. Et vous aviez des nouvelles du front? Comment c'était? Qu'est-ce qu'il donnait comme genre de nouvelles? C'était complètement différent que la radio de Vichy, quoi. Alors, la radio de Vichy, il y avait Philippe Henriot, qui était ministre de l'Information de Vichy, qui a été fusillé dans son bureau le 28 juin 1944. Qui est-ce qui l'a fusillé? Oh, c'était un résistant. Oh, oui, parce qu'il avait il avait le don de la parole, quoi. Est-ce que vous avez connu à Vaugneray s'il y avait des résistants, s'il y avait une milice, par exemple? À Vaugneray, oui, alors à Vaugneray, il y en a un qui est parti de Vaugneray, c'est un fils de facteur. Je n'ai jamais reçu de ses nouvelles. Il avait de l'argent en pagaille. Il le faisait brûler. Il faisait brûler les billets bleus. C'était les billets de la guerre, ça. Je n'ai jamais su ce qu'il était redevenu, celui-là. Il avait quelques années de plus que moi. Il était parti dans le sud-ouest, je ne sais pas où. Et puis là, à Vaugneray, il y avait la milice. La milice qui était au Chardonnay, là. Et à côté, il y avait Madame Yalatou, qui était voisine et qui était résistante à la barbe de la Légion, de la milice. Et puis le milicien a été fusillé à Vaugneray le 20 août 1944. Je me rappelle toujours le petit bordereau qui était à côté de sa tête. C'était marqué « Le milicien Nem ». Nem, il s'appelait. Il n'a rien à voir avec les Nem de Vaugneray. Il était de Toulouse. Il habitait au Chardonnay. C'était marqué « Le milicien Nem sera fusillé devant la population le 20 août 1944, signé Aucamp, FTP ». FTP, ça voulait dire Front Tireur Partisan. Signé Aucamp. Voilà. Alors, en fait, la milice, qu'est-ce que c'est vraiment la milice? Vous nous dites que la milice, c'était vraiment pour les Allemands. Oui, mais dites-nous, c'est des Français qui étaient sous la coupe des Allemands? C'était des Français qui travaillaient pour les Allemands. Voilà. Ah, oui. Et donc contre la France, quoi, contre les Français. Oui, je crois que il a été fusillé juste devant la porte de la mairie, là. C'était à 10h30 par là, c'était au milieu de la messe. On est venu chercher, je me rappelle toujours, j'étais au fond de l'église, on est venu chercher Aour, qui était pas maire à l'époque, parce qu'il n'y avait plus de maire, mais il était président de la délégation principale. C'était un petit peu différent. Et après, il a été maire après la guerre. En 1945, après, il était maire. Mais avant, il n'était pas maire. Voilà. Et ils sont venus le chercher. Ils sont allés chercher un cercueil à la maison de santé. Et quand on est ressorti, là, ils l'ont mis dans le cercueil. Ils le mettaient dans le cercueil. Il baignait dans le sang. Pierre, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous parler de M. Aour, l'ancien maire? Aour, il a marqué son passage à Vaugneray. Il y a le stade Armand Aour. Oui, autrement, il a été maire après la guerre. Il a été maire combien de temps?
Ben, il a pas dû être maire bien longtemps parce que après la guerre, il a été élu en 1945. D'ailleurs, il y a eu les élections, les prisonniers n'étaient pas rentrés, mais par contre, il y avait il y avait des femmes de prisonniers qui étaient au conseil municipal. Moi, je n'avais pas le droit de voter parce qu'en 1945, j'avais à peine 20 ans. Ah oui. Parce que la majorité... J'avais à peine 20 ans et la majorité, c'était 21. Voilà. C'était 21, voilà. Vous voulez nous parler d'autre Oui, chose, alors, Pierre? oui, quand le livre de Vaugneray a été écrit, j'ai dit à Albert Vialatou, qui était maire à l'époque, je lui ai dit comment ça se fait qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites sur Vaugneray. L'histoire, tout doit se raconter. Il y avait deux choses qui ne sont pas été se raconter. Et l'affaire du curé qui s'est passée en 1928, il est resté 2 ans sans prêtre à Vaugneray. Et puis, il y a eu les histoires du juif qui n'a pas été évoquée. Je dis pourquoi ça a été évité. Il m'a dit la raison, elle est simple, c'est parce que la famille Vialatou était trop impliquée dans ces deux choses. J'ai pas voulu qu'on en parle. J'ai dit c'est dommage parce que c'était l'histoire de Vaugneray. Voilà. Alors justement, on pourrait parler de l'histoire de ce curé déjà. Vous voulez nous raconter l'histoire du curé? Enfin, l'histoire du curé, j'ai pas bien connu parce qu'on n'était pas ici. En 28, j'étais pas ici. On est venu qu'en 31. Mais je sais que c'est resté presque 2 ans sans prêtre. Ben, c'était la brouille dans tous les ménages. Pourquoi qu'il y a eu cette affaire du curé? C'était tout simplement parce que, en gros, je ne connais pas les détails, mais ce qui s'est passé, c'est que les prêtres étaient logés à cette époque par la commune, où il y a ça appartient toujours à la commune, là, le bâtiment en face de l'église. Le presbytère. C'était l'ancien presbytère, oui. Oui, c'était là. Et la commune, à cette époque, qui était radicale socialiste, avait augmenté le loyer des prêtres. Et le conseil de fabrique, à l'époque, c'était le conseil paroissial, l'ancien conseil paroissial, avait refusé cette augmentation. Ça fait une bagarre dans tous les hameaux, c'était la brouille, et ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Alors du coup, l'archevêque de l'époque avait supprimé carrément le prêtre de Vaugneray. Et ils n'ont pas baissé le loyer. Et la commune n'a pas baissé son loyer pour que le prêtre puisse rester. Non, parce que la commune était à gauche à cette époque. C'était radical socialiste. Oui, le maire, c'était blanc. Donc alors, la commune est restée 2 ans sans prêtre pour un problème de loyer. Elle a dû rester pas loin de 2 ans sans prêtre, oui. Oui. Et dites-nous, dans la famille Ponchon, il y avait donc la fille qui s'appelle Berthe. Berthe, oui. Et dites-nous comment ça a été reconnu par l'État d'Israël, le fait qu'elle soit nommée juste parmi les justes. Alors, comment ça a été reconnu? Parce que c'était des parents qui devaient être honorés. Et comme les parents étaient décédés, c'est elle qui a été décorée à titre posthume. C'était un petit peu compliqué cette période. Il y a ce que j'ai vécu moi et ce qui a paru dans les revues, c'est pas toujours l'exacte vérité. Mais je sais bien comment ça s'est passé dans la famille. Il y en a qui étaient pour le prendre, ce petit juif, et d'autres qui n'étaient pas. Sur le nombre, sur les 7, il y en avait 5 qui étaient d'accord pour prendre le juif et 2 qui n'étaient pas d'accord. J'étais bien placé pour le savoir. Maintenant, Pierre, j'aimerais que vous me parliez de toutes vos participations aux différentes associations, tout ce que vous avez fait quand vous étiez adulte. Alors, du côté professionnel, j'ai passé par tout
suis resté président de coopérative de lait, conseil municipal, 36 ans administrateur au Crédit Agricole, président de coopérative de lait, bien sûr. Oh, c'est une vie bien remplie. Ouais, puis d'autres choses que je ne parle pas. Pourtant, c'est ce qui m'a le plus occupé. Dites-nous. Je suis allé 40 fois à Lourdes. 40 fois à Lourdes? Je suis allé 40 fois à Lourdes. Dites-nous. D'ailleurs, j'ai ramené une médaille. Elle est toujours là sous ma veste. Je vois. Non, elle est là. Ah oui. Je l'ai vue l'année dernière, il y a 2 ans. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous faisiez à Lourdes? Je faisais le service d'ordre là-bas. Je faisais le service d'ordre, oui, pour les malades, diriger les malades. Les malades et les bien portants, ça dépend des années. Vous restiez plusieurs jours? On va rester une semaine. Et puis j'en emmenais 20, 25, 30 pèlerins tous les ans à Lourdes avec moi. Pour moi, ça a été important. C'est peut-être ce qui m'a donné la force de vivre, peut-être. La raison de vivre, tout au moins. Donc vous faisiez le service d'ordre et vous rendiez du service à Lourdes et vous aviez donc encore 94 ans, si je compte. Ah oui. Hein, c'est ça? Ouais. Ah bah oui. Vous avez du mérite, hein, Monsieur Bonnet. Oh non, mais ça s'est fait naturellement. Ma femme, elle me disait, je t'entends jamais coucher, j'avais des réunions tous les soirs. L'AOP, la paroisse, la coopérative de lait, le CCAS avec Christine. Votre femme était donc souffrante, elle a eu la polio, les enfants étaient petits, ouais. Et malgré ça, vous avez quand même tout géré, la ferme, les enfants. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment c'était, si c'était quand même dur? Oui, dites-nous. C'était dur, mais enfin, ouais, mais je faisais les repas, je faisais aller la ferme. Et j'allais voir ma femme, et j'abondais toujours. Je ne sais pas. Vous êtes courageux, Monsieur Bonnet? Je ne sais pas ce que c'est que m'arrêter. Ah oui. Mais je ne m'arrête encore pas, alors. Qu'est-ce qui vous ferait de plaisir de nous parler aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voudriez nous dire, que les gens puissent connaître en faisant ce tour de la découverte à Bonnieray? Il ne faut pas rester inactif, c'est tout. Bon, en tous les cas, je vous remercie d'être venu aujourd'hui, parce qu'on vous a quand même pris beaucoup de temps, d'autant que l'autre fois, quand on est venu chez vous, vous nous avez très bien accueillis, vous nous avez raconté toute votre vie, c'était très gentil. En tous les cas, merci beaucoup, Monsieur Bonnet. Merci pour tout. Voilà.